Très bien. OK. Bonjour et bon dimanche, tout le monde. Comment ça va? Ah, ça, c'est une jolie réponse. Merci. Et moi, ça va bien aussi. Très bien. Bienvenue au lancement de la nouvelle édition de Feu Follet 2021 et aussi à la célébration de M. Kirby Jambon, notre nouveau poète lauréat de la Louisiane française. Oui, très bien. Alors, on a 1 heure et quelques minutes de poésie, chargée mais bien riche, planifiée pour vous autres. Moi, je m'appelle Chase Cormier, je suis rédacteur de la revue Feu Follet, animateur de cette édition ici, ça veut dire que j'ai écrit un texte qui lie les différentes parties. Et j'anime aussi cet événement avec mon amie, ma collègue et co-animatrice Rachel Doherty. Oui. Alors, j'ai quelques remerciements, mais avant de les annoncer, je voudrais juste reconnaître que nous sommes actuellement sur la terre des nations aborigènes Yukiti, Ishak et Chitimacha. Alors, premièrement, je voudrais remercier... c'était qui? Ah oui, tous les contributeurs et contributrices qui rendent possible un tel projet chaque année. Et bien sûr, je remercie la librairie Beau Soleil pour nous accueillir dans leur espace et pour ouvrir leur Whisper Room. Alors, si vous avez soif ou faim, vous pouvez vous en servir là-bas. Et oui, Whisper Room, c'est ça. Merci. Non, c'est pas un secret. Bien sûr, ensuite, je remercie le Dr. Gaëtan Brulotte, qui, avec l'aide de Border Regents Support Fund, patronne chaque année ce projet. Donc, merci à Dr. Brulotte pour le soutien continuel. Je remercie vous pour venir aujourd'hui célébrer avec nous autres la création poétique et artistique et pour faire partie du mouvement franco-louisianais aujourd'hui et demain. Et je vois qu'elle vient d'entrer. J'ai une question juste avant de commencer pour vous autres. Est-ce que vous aimez l'illustration de couverture? Oui, moi aussi. Et ça, c'est Shelby Thunderberg qui vient d'entrer. Si vous pouvez... Can you give us a wave, Shelby, to let us know? Oui, elle est au fond. Merci. Alors, avant de commencer les lectures par les contributrices, je voudrais juste vous lire la courte introduction du livre. Alors, si vous avez un numéro dans la main, ou une copie dans la main, vous pouvez tourner à la page 9. On est paré? OK. C'est le narrateur qui parle. Il y a un dicton dans ce pays. Dirige ta lumière sur le chemin pour que les enfants puissent suivre. Viens donc, mon enfant. Suis ton guide. Bientôt, moi et toi, on va entrer dans la confusion du monde, hors d'histoire, hors de l'affreuse responsabilité du temps. Tu ne sauras pas quoi dire et tu t'abriteras dans l'admiration. Regarde là-haut, la lune ne bouge pas. Entends-tu la sonnerie du feu verdâtre? Elle est un peu étouffée par le bosquet de Boscoyo Bosquet, mais écoute, elle annonce l'arrivée du spectacle. Quand le vent chante cette chanson si familière et rend les arbres fatigués, ça, c'est la bonne heure. On marche en rythme avec les cigales sur les feuilles et la boue séchante. On ignore les flaques de nymphéas comme on ignore l'odeur des mensonges. Captivé par la curiosité, on détruit les toiles d'araignées en marchant. Ce pays est méchant, ouais, avec ses secrets, ses surprises et ses bêtises. Faut regarder devant toi. La passe est longue. Tu aimes les contes, toi? On a un autre dicton. Crois pas le conteur, crois son conte. Voici le mien. Merci. Et je vous présente à Sœur Rachel Doherty qui va introduire notre premier lecteur. Merci.
Merci Chase pour cette belle lecture de l'introduction. Notre première lectrice est arrivée, vient d'arriver. C'est Evelyn Bournier. Alors soyez la bienvenue. Evelyn Bournier est née en France, a connu une seconde naissance en Louisiane à l'âge de 24 ans. Elle enseigne la littérature francophone en milieu universitaire. Elle est l'auteure de 3 recueils de poésie. La Louisiane coule dans ses veines et nourrit son âme. Merci, Evelyn. Merci. Je suis ravie d'être ici. Je n'ai jamais lu en Louisiane. C'est une première. Et c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Alors, je vais commencer... Pardon ? Ah, voilà, mais j'ai pas l'habitude. Ok, je vais commencer par un poème qui s'appelle Écriture, et en fait que j'ai dédié à David Cherami, qui m'a inspiré ce poème, oui, il y a très peu de temps. Il avait rencontré mes étudiants dans un de mes cours sur la littérature franco-louisianaise, et David, tu m'avais inspiré ce poème. Voilà, donc je vais commencer par ce texte. Je ne sais pas où il se trouve dans le recueil, parce que je viens d'arriver, donc je ne l'ai pas encore découvert. Ça s'appelle Écriture. Vous pouvez le trouver, je pense. 25. Ah, très bien. Merci. Pour mettre le texte en vie, il faut le lire, le mettre en mouvement, comme un brin de mousse chante sur le cyprès, comme la libellule fend la bise sur le bayou, comme l'araignée tisse sa toile entre 2 boscoyaux, comme la chouette ulule dans les branchages, comme l'herbe folle danse sur la savane. Écriture. Le texte prend vie, comme le nageur fend l'onde. La plume est un fiffolet, son âme virevolte d'une page à l'autre, et les signes nous font signe dans la nuit. Deuxième poème, je vais lire Néant. Pareil, je ne sais pas quelle est la page. Néant. Est-ce qu'il y a une table des matières ? 43. Ah, merci. C'est moi la table de Ah, d'accord, je vois maintenant. Oui, je vois les chiffres en bas de page, merci. Désolée. Néant. C'est de la nuit que jaillit la vérité, l'âme de fond qui transcende mon être. C'est à la lumière des ténèbres qu'il faut retrousser les songes, prendre le pouls de l'âme, sous la foultitude des gravats où se mutinent les spectres, à l'heure où la vie est une île déserte et les corps à corps se font les plus secrets. C'est à ce moment même où s'engourdissent les cieux qu'apparaît la seule voie du retour. Le suivant s'intitule Juré. Alors je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'un juré, non ? Ok, il y a très longtemps, quand les gens rentraient du travail, à la fin de la journée, ils racontaient un petit peu leur journée et puis ils se mettaient à taper dans leurs mains, taper des pieds et échanger leurs difficultés de la journée, mais aussi leur joie. Donc ça m'a inspiré un poème et ça me donne toujours envie de taper dans mes mains et de taper du pied quand je lis ce texte. Donc juré. 44. Merci. 44, page 44. Tu me dis que je suis né ailleurs. Tu me dis que je ne te ressemble pas. Tu me dis que je ne parle pas comme toi. Mais je respire et j'aime comme toi. Comme toi, je suis amoureuse de cette terre. J'en connais les histoires, les légendes et les sons. Comme toi, je me nourris de la sève de ces traditions. Je me repais de ces visages. J'en connais les chansons. Alors, qui suis-je ? Si vous voulez, vous tapez dans vos mains. Après une dure journée, tes bras m'accueillent comme une mère son enfant. Ta musique berce mes hivers, pense mes mots. Le chemin a été rude, mais tu m'as soutenu. Lorsque de mes pas hésitants, je découvrais tes trésors. Je t'habite et tu m'habites. Tu flottes dans mes rêves et me ramènes à moi-même. Alors, qui suis-je, icite et à cette heure ?
Ça, c'était un petit poème qui touchait un petit peu à mon exil, parce que je suis d'origine française. Je suis arrivée en Louisiane quand j'avais 24 ans, et maintenant j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Louisiane. Et quelqu'un un jour m'a dit « Mais tu n'es pas louisianaise, tu es française ». Et j'ai dit « Mais la Louisiane, je l'ai dans mon cœur. Je suis renée en Louisiane ». Donc ça a été une double naissance pour moi. Et même si j'habite en Alabama, pour moi, la Louisiane, elle est avec moi tous les jours. Elle fait partie de ma vie quotidienne. Le poème suivant s'intitule Ode, O-D-E. 26. Merci, 26. Les brouillards épais du Méchassébé recouvrent les plaines alentours. Le fleuve étend ses bras dans les marais voisins. Ridules sur lesquelles s'aventurent les cyprès et leurs boscoyaux. Les chênes centenaires poussent leurs racines dans le terreau de cette côte fertile. Les chants de cette terre coulent dans mes veines. Il y a des choses à noter ici, me dis-tu bougre. Aïou que t'es, Astor. Et je vais terminer par un poème qui s'appelle Souvenance. 17, merci. J'ai l'impression que c'est la loterie un petit peu. Vous avez bien relevé les numéros, c'est bon? David, ben bravo, voilà. Ok, alors, Souvenance. Mes lèvres ont le goût des cendres, vestiges du passé, échoués sur les rivages du présent. La mémoire, cruel prestige, vient cueillir ton sourire au milieu de mes nuits et déposer sur mon cœur le voile de ton absence. Je suis une indigente, mendiante de ta voix, suppliant pour obol les regrets qui m'habitent. Je rêve de terres inconnues, où tous deux fugitifs, nous ferions communion de nos désirs obstinés, où la chanson de nos gestes, mue par l'écho de nos cris, résonnerait sous quelque mystérieuse voûte, où sur le seuil interdit, nos pas hier hésitants franchiraient l'ombre limpide, où le dédale nocturne serait l'aube de nos impasses, où l'infiniment petit serait l'infiniment grand. Voilà. Merci beaucoup. Et bravo à David d'avoir gagné le bingo. Merci beaucoup, Evelyne. Prochain lecteur s'appelle Jonathan Maillet. Et Jonathan Maillet, ou Red Bois Farouche, est artiste et écrivain créole louisianais d'instruments. Il peigne des paysages familiers encadrés avec de la boue d'endroits spécifiques. Présentant des bêtes mythologiques, il adresse notre relation à l'environnement. Maillet est le commissaire de l'exposition Mythologies louisianaises, ainsi qu'un fondateur du lataniarisme. Je vous présente Jonathan Maillet. Bonjour tout quelqu'un, merci pour m'accueillir ici. Ça fait 2 heures sur la route de Bâton Rouge. Ça fait moi je suis bien content d'être ici. Ça fait la première que moi je vais lire, c'est La grosse blessure de l'île Titans. Est-ce qu'on a une page pour ça? 19. Ok. 19. La page 19, merci. Quel magnifique après-midi, hein? La chaleur du soleil saute sur ma peau, serrée scintille sur la coulée. Si tranquille. Sauf pour tout le tintement et le grondement de ces machines-là durant la saison de récolte de canne à sucre. Regardez toute cette fumée aux autres soulève. Qui fait ça? Comment fout-on? Espère. Ça sent pas comme des cannes à sucre brûlantes. Le goût dans l'air, c'est salé. L'un après l'autre, les piqûres empirent, puis des morceaux blancs tombent sur la peau. Ouzor a dit une menterie. Ouzor nous a dit une menterie. Ils ne sont pas disparus. Ils faisaient rien que sommeiller sous les dômes tout ce temps. C'est vrai ce qui est arrivé à Bayou-Corn, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Un sifflement perçant casse l'air lourd. Ce dos au mur est 3 fois plus grand. Gives me the... Ça donne les frissons. Ça fait... la prochaine, c'était écrit l'année passée pendant le coronage, la pandémie. Et ça s'appelle le 14 juillet. 46. Oh, page 46, merci, Chase. It is Bastille Day. Excusez-moi. It is Bastille Day, la fête nationale de France, qui me fait penser de notre Bastille. L'absolutisme des États-Unis, inutile. Les murs qui nous mènent éloignés de nos amis exilés. La dualité de black or white, de Republican or Democrat. L'ignorance et l'intelligence. La religion et la science. Se battent pour éviter notre Bastille qu'a déjà fait une attaque sur nos facettes plus culturelles, plus complexes. Notre prison en 2020. What a day. Le 14 juillet. Et puis, le dernier, quelle page? Le Bobo Griabo Bancha? C'est la prochaine page. La prochaine page? OK, merci. Ça, c'était écrit pour un tableau que moi, j'ai eu l'honneur de peinturer pour Monsieur le Consul Vincent Siama. Ça, c'est pour son tableau. Bobo Griabo Bancha. Capitalisme bourgeois bohème, vous-même vous profitez bien, sans restriction encore et again. Menez, venez déménager et ben vous achetez tout. Pas de bénédiction, plein de contradictions. Ok, ben jamais vaut rien quand vous vous donnez pouvoir, sans soutien pour celles et ceux-là qui tiennent vos chaînes. Vous avez enveloppé, développé pour enlever la cyprière, installé la dure pierre. Dessous un joli ciel gris, Bobo Gris fait des grains de vos maudits bâtiments. Scène. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. On est très content que tu puisses venir, en fait, après tout. Notre prochain écrivain s'appelle Jonathan Olivier. Et lui, il va nous lire une nouvelle, je crois. Alors, Jonathan Olivier est issu d'une famille francophone de la paroisse Saint-Landry. Olivier est journaliste spécialisé en culture et en environnement, dont les écrits ont paru dans des revues comme L'Actualité, Outside, The Bitter Southerner, Backpacker et plus. Il a fondé une ferme bilingue, Jardin communautaire Frosard, afin de faire avancer le français en Louisiane. Merci, Jonathan. Merci. Mon nom, c'est Jonathan Olivier. Je connais un petit peu de vous autres, Tiffany. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Je vais lire quelque chose que j'ai écrit quand j'étais au Québec en 2018, qui s'appelle « L'homme au lever du soleil ». Page 16. Merci. Le lever du soleil est un moment où le monde est parfait, et personne ne peut me dire le contraire. J'aspire à ce que le ciel soit ombre, des rayons embrassant tout dans sa lueur. Il n'y a personne qui irait mieux, sauf pour des oiseaux et des chevreuils et des autres bétails. Un catalyseur à ce matin, tous les matins. Au lever du soleil, je marche et marche et marche. La poussière se lève sous mes pieds, mais je ne la remarque pas. Mes yeux se tournent vers l'horizon pour s'émerveiller. C'est distinctif aujourd'hui, comme c'était le cas avant. Un nuage absorbe la lumière jusqu'à ce qu'il brille et tue.
Des rayons sur un étang le frette les montagnes, tapis juste en arrière. J'aperçois une coyote après aboyer dans l'air frais du matin. Au lever du soleil, je marche et marche. La route est la mienne et personne d'autre regarde le spectacle. Je peux sentir la vigueur au fond de moi, remuant jusqu'à ce qu'elle me force à sourire. À ce rythme, je naviguerai autour du monde. Ou, si je pouvais seulement capturer ce moment dans une bouteille, pour le chérir quand j'en ai besoin, le chérir pour toujours. Je pense que c'est le trait, le caractère éphémère de ces moments, la magie omniprésente de l'air. Au lever du soleil, je marche. Je peux déjà dire qu'il s'estompe aussi vite qu'il avait commencé. La lueur ombrée commence à diminuer et la teinte bleue du ciel apparaît. Les animaux sont tous partis. Des chars sillonnent la rue. Il y a encore de la poussière sous mes pieds avec chaque pas. Je me rends compte que je ne suis qu'un spectateur impuissant. La perfection enchantée a disparu comme le dernier panache de fumée d'un feu. À cette heure, je me dis que je dois m'arrêter, car ces pensées me consument une autre fois. Je le sens fortement. Mais je m'interroge sur demain. Les promesses de notre lever du soleil me proposent en avant. Je peux déjà l'imaginer, mais je connais que ce sera différent. Quelle belle chose. Je continue à marcher parce que je connais que je suis encore si proche d'un monde parfait. Merci vous autres. OK, Rachel m'a dit que c'est Sarah Josraf, notre prochaine lectrice. Sarah, née Denslow, est originaire de Willow Grove, Pennsylvanie. Elle est actuellement doctorante en études francophones à l'Université de Louisiane à Lafayette. Elle a obtenu un baccalauréat en affaires internationales avec spécialisation en études féminines et un baccalauréat en français de l'Université du Maine. Intéressée par la littérature africaine, Sarah se concentre actuellement sur les questions autour de l'identité africaine et de la diaspora ouest-africaine. Sarah est une ancienne volontaire du corps de la paix, Killiam Fellow et étudiante d'échange au Rotary, et elle est actuellement rotarienne. Sarah Josraf. Bonjour tout le monde. Merci à Chase et à l'équipe, à UL, et félicitations Kirby. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui et merci à mon entourage qui est là pour m'aider. Mon poème se trouve à la page 54. Et ça s'appelle Une. Tu es né des couleurs et du soleil, parfum et acrobatie, sagesse et acceptation de l'inconnu. Tu étais le chef de file de ta vie, bien que forcé de marcher sur une corde raide. Se battre souvent contre les lions pour avoir une chance. Tu dansais avec des esprits vibrants, le ciel bleu qui t'accompagne, avec le soleil jeune exudant simplement de la lumière. Et maintenant, vous êtes déplacés vers des palettes froides, terreuses, ceux qui vous ancrent et vous endurcissent, fournir des racines et de la stabilité. Vous avez été fort conditionnés, la route longue et difficile encore à venir, se sentant souvent comme un magicien créant ses propres secrets. La danse de la vie bat son plein, de nouvelles âmes vous entourent, mélanger et fondre ces couleurs en une. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Notre dernier poète de ce numéro de Feu Follet
et David Charami. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter David Charami. Il est l'auteur de 3 recueils de poésie, ancien directeur exécutif du Conseil pour le développement du français en Louisiane. Il est à présent PDG du District Bayou-Vermilion, qui, entre autres, gère le musée d'histoire vivante à Vermilionville, à Lafayette, où il habite. Merci Rachel. Et merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Ça fait un grand chemin que tout le monde a fait depuis 30, 40 ans, de penser qu'on peut faire ça aujourd'hui dans une librairie, qui a des livres en français en vente et qu'il y a des gens qui peuvent le vendre, qui peuvent les acheter, qui peuvent les lire. Ça, c'est magnifique. Et aussi, je salue Chase et Rachel et toute l'équipe de Feu Follet. Je continue la bonne tradition de Feu Follet. Je suis vraiment fier de voir ce recueil merveilleux, que ça continue, que comme Barry et Zachary et d'autres m'ont inspiré d'autres. Et j'espère que d'autres ici dans la salle, plus jeunes, sont inspirés par ce qu'ils voient aujourd'hui. Ça continue parce que nous sommes que des maillons dans une longue chaîne qui a été brisée, mais qui n'est plus brisée parce qu'on a raccommodé les maillons. Et la tradition francophone en Louisiane continue grâce à vous, grâce à nous. So. Et donc, le titre, c'est « Pas mes macaques, pas mon cirque ». La parade des paillasses arrive dans la ville mémoire, 50 ou plus dans le tout petit char. Le barker à boire à plein poumon, annonçant le spectacle à soir, quand tous les freaks sortent pour voir et se faire voir. Je me dis, pas mes macaques, pas mon cirque. La femme barbue et le veau à 2 têtes, les cornies fument et le gars de la campagne guette. Les glaces tordues envoient des reflets d'une ténacité, d'une image sans principe, d'un espoir miroité. Et je me dis, pas mes macaques, pas mon cirque. La barbe à papa et les pommes caramel, les enfants émerveillés et les jeunes filles mercurielles. Les rôdailleurs en pick-up blanc tassent leurs paquets rouges de Marlboro, se prennent pour des malabars et gonflent leurs pectoraux. Et je me dis, pas mes macaques, pas mon cirque. Le cirque est en ville, le monde ne voit pas la différence. Les jeux truqués et le mauvais manger constituent leur pénitence, la fantaisie bon marché et les frissons assurés, quelques instants d'oubli, des peines endurées. Et je me dis, pas mes macaques, mais pas mon cirque. Le regard vide des passants que je remplis avec compassion, je me joins à eux dans ce carnaval de couillons. Et puis je me dis, c'est bien mes macaques et c'est bien mon cirque. Merci. Merci David. Merci à tous nos contributeurs, contributrices qui ont lu aujourd'hui. Alors, ça c'est la fin des lectures de ce numéro-là, mais on a une ancienne contributrice qui est là aujourd'hui nous rejoindre et elle s'appelle Melissa Bonin. Melissa Bonin est une artiste visuelle, poète et lyriciste. Elle était artiste pour le gouverneur Kathleen Blanco. Elle a étudié à l'Université catholique de l'Ouest, Angers, et a reçu les prix Women Making a Difference 2021, Bunk Johnson 2009, Trailblazer 2019 et Women Who Mean Business 2014. Ses expositions performances récentes incluent résidence d'artistes à Chianti en Italie et à San Miguel au Mexique et au musée Iliard. Au Nouveau-Brunswick, au Canada, elle a été la première femme artiste visuelle poète à représenter la Louisiane pour le Congrès mondial acadien. Je vous présente Melissa Bonin. Merci, Chase. J'ai des lunettes nouvelles, alors je ne peux pas voir très bien. Je vais essayer. Je me semble un peu saoule, mais...
OK, merci d'être venu pour l'amour de la poésie. Oui. Noélie, c'est pour ma grand-mère. Noélie. Les saints catholiques se regroupent au bout de la longue chaîne d'argent, épais comme des clés de concierge. Ils tintent sur les seins généreux de ma grand-mère. Les médailles bénies s'attachent à son décolleté dans la chaleur du mois d'août. La sueur de Louisiane colle sa robe en coton ocre à tous les mauvais endroits. Le dimanche, elle prépare à déjeuner pour les enfants et les petits-enfants. Les seins argentés s'animent. Ils tremblent et se bousculent au rythme du rouleau à pâtisserie lorsqu'elle se penche sur la pâte humide de croquignoles couronnée de farine blanche. Frite jusqu'à ce qu'elle soit d'un ambre parfait, puis arrosée et enrobée de chocolat, de sucre en poudre ou de sirop de canne Steen, noir et fort. La nuit où mon petit chien est mort, elle m'a prise dans ses bras. Les seins flottaient sur l'écume de larmes. Des chansons en vieux français m'ont emmailloté dans aïe, 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 ya. La fauteuil à bascule en chaîne battait la mesure. Sa chanson montait de sa poitrine, ensemençait en moi. Mon oreille collée à sa peau pour entendre les voix des ancêtres qui remplissaient la pièce de chansons, d'errance, de berceuses et de refrains de réfugiés. Dans le chuchotement des saints et des médailles d'argent et tout ce qu'il me fallait pour m'en souvenir. Aïe, 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 ya. Ce poème est, ça tombe, est inspiré par, qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Oh. Ok, comme ça, c'est bien. Oui, 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 oui. Ce poème est inspiré par les mots de William Faulkner. Si vous m'aviez frappé, il aurait été plus facile à savoir. Mais ton arbre se posait juste en dessous de ma peau, comme un éclat de verre, purulent. Il ne faisait mal que lorsqu'on le pressait, précisément, avec un mot, ou pire, la silence, dense, comme du caoutchouc, à dégonfler lentement l'air de mes poumons, comme un clou dans un pneu. Avec le temps, il deviendrait évident. Mais je t'avais aidé à le placer là, dans la pointe de mon index, pour que chaque fois que j'ai pris un pinceau ou un stylo, le rouge coule. Et je t'avais aidé à le placer là, quand guidé par ma main, je vous ai montré l'endroit vulnérable
et je vous ai appris les mots parfaits. Là, je vous avais permis de le mettre facilement quand j'ai eu peur d'élever ma voix pour l'honnêteté, la vérité et la compassion contre l'injustice, le mensonge et la culpabilité, là où j'avais plus peur de rien que de la douleur. Monsieur Noir et Blanc. Le livre de photos de Tarkovsky reste à l'angle droit par rapport au bord du coin de sa table basse. Ne touchez pas aux pages pendant que vous jetez un coup d'œil. C'est à collectionner, dit-il, et ses mains sont déjà sales dans sa tête. Le jazz mythique scintille et brille. Des murs éclairés par des lampes aussi lisses que l'éclat de sa tête rasée. Son tourne-disque joue l'enregistrement rare de Coltrane. Monsieur Noir et Blanc attend pour voir si elle le comprend. Elle le fait et son jive dit qu'il est content. Un colibri à la mangeoire, il plonge. De minuscules bouteilles de champagne teintent le côté de son verre. Il le remplit alors qu'il ne boit que d'eau. Il la taquine avec des questions fines sur Luther et Miles Davis. Il attend sa réponse. C'est un test. Mais elle le teste aussi. Parce que la vie lui a appris des réponses. Et il lui en a appris aussi. Plutôt végétarien, une fois par semaine, au lieu de protéines en poudre, il se permet un dîner de poisson. Il choisit la coupe la plus chère, aux épices indiennes, frites dans la graisse ghee, bien qu'elle ait dit qu'elle ne voulait pas de graisse supplémentaire. Mais il y a des os. 2 s'accrochent derrière sa langue. Elle arrive à les retirer. Son offre semble solide. Elle le prend pour le divin. La clarté est séduisante. Elle s'arrête pour réfléchir. Sexe et intimité sans complication. Amour et liberté. Elle se rend compte de l'inévitable zone grise de douleur. Elle attend de raffiner sa réponse multiforme. Attention à ne pas entrer dans la mâchoire du piège à verre, parce que Monsieur Noir et Blanc vit par un régime strict et le gris est interdit. Merci. Merci beaucoup, Melissa, de nous avoir régalé de votre nouvelle poésie. Aujourd'hui, mes amis, nous avons le très grand honneur de partager notre scène avec les poètes lauréats de la Louisiane française. Le premier poète était Zachary Richard et le deuxième personne était Barry Ancelet et Jean Arsenault. Et nous fêtons aujourd'hui la nomination de notre troisième grand poète, Kirby Jambon. Nos 2 premiers poètes lauréats sont ceux qui ont crié sur le bayou.
Ils font partie d'une meute de loups. Le cri annonce la descente dans l'autre monde, un domaine nocturne, magique et horriblement ultra-humain. Ce passage au monde de la poésie transformative, le changement du soi en poète, se déroule sous le regard d'un jeune loup, pattes en piège, qui se pose des questions. Ce loup porte un masque d'homme, mais les autres loups le reconnaissent, car avec son cri, il les appelle autant à écrire la poésie qu'à faire le charivari. Ce loup réside en plusieurs de nos poètes. Ils sont tous des loups-garous. Certains se déclarent des loups. Jean Arsenault est un loup-garou connu, se déclarant depuis au moins 1998 dans Suite du loup. D'autres poètes rencontrent un loup. Zachary Richard est hanté par un loup à Montréal à la fin de 1978 et en 1981. Kirby Jambon pense à tous les loups-garous de son pays lorsqu'un loup affamé rentre dans sa maison et le tourmente pendant qu'il prépare un gombo. Ce loup force le poète à faire face à son côté garou, à son être humain intérieur et à son désir de, dans les mots de David Charamy, marauder encore et faire saigner le verbe de son folklore. Quand certains de ces poètes loups-garous ont fondé notre revue, Feu Follet, Berry Ancelet et David Charamy, entre autres, ils ont choisi le feu follet comme un autre symbole du monde poétique de la Louisiane française. Pour eux, le feu follet est, et je cite, « la voix d'une jeune Louisiane qui refuse de s'éteindre, qui vous attire vers l'espace mythique en chacun de nous, afin de faire renaître la parole en vous. » L'existence de cette revue marque aussi un cri contre les limitations de l'accès à la production littéraire francophone en Louisiane. Kirby Jambon a réussi à se faire publier par une maison d'édition louisianaise. Et comme vous le constatez aujourd'hui, il appuie tout effort de la production de la poésie d'ici. Il nous fait l'honneur de se compter parmi les feux follets depuis 2002. Le feu follet existe aussi dans le monde nocturne. Comme le loup-garou, son passage au monde réel dépend de la transformation magique, d'une perte du corps humain. Le feu follet sort du corps d'un sorcier tombé dans une transe. Les deux créatures, le loup-garou et le feu follet, naissent dans le corps d'une personne maudite. Le loup-garou et le feu follet cherchent une victime la nuit. L'un des monstres dévore, l'autre détourne et éloigne. Ils jouent aussi avec les humains qu'ils rencontrent. Ils jouent des tours. Ils se révèlent comme des monstres, comme des amants, comme des parents. Ils invitent leurs victimes à les rejoindre dans l'autre monde. Et vous y êtes en ce moment. Vous êtes dans ce monde. Ce monde que les loups nous ont montré s'ouvre dans l'espace créé lors d'un moment d'expression poétique francophone en Louisiane. Merci d'y être venu. Merci à nos poètes loups, à nos guides du côté garou, qui nous poussent vers le nocturne de la création. J'ai l'honneur de vous présenter notre premier poète lauréat de la Louisiane française, Zachary Richard. Merci Rachel, je me sens très fébrile du coup et j'aimerais quand même vous remercier de votre assistance et je voudrais mettre la table. Imaginons l'Académie française. Hein? Et j'étais là quand on a reconnu le prix Henri. Avec tous ces gros chiens habillés avec des costumes de 50 000 $, avec de la broderie en or, et Kirby Jambon.
Hein? Et je me suis dit, là, on a des caleçons en soie. J'aimerais dédier le premier à notre prochain victime, le poète lauréat, M. Kirby Jambon. Crie sur le bayou. Comme si c'est trop tard. Comme si la bataille est perdue. Tout le monde proche de se tourner de bord et courir se cacher dans le grand bois. Comme si aucune graine poussait dans cette terre sèche et poussiéreuse, et que la Saint-Médard s'annonçait sans pitié, et que ni les hommes, ni les animaux, ni les plantes, ni les pierres, ni les soupçons, ni les atomes s'entendaient, mais se lançaient des grimaces et des insultes, des trahisons dans le noir, des dents grinçantes, leurs yeux rouges, et que tous les courageux avaient tombé comme des chênes blancs à la fin de leur temps, laissant un silence de cercueil sauvage, étouffant tout, même la conception de la fin subie, quand soudainement, le vent est tombé brut et j'ai entendu un cri. Un cri sur le bayou, comme je n'avais jamais entendu, fort et résonnant, comme un cocodrille. Comme le roi des cocodrilles, ses poumons remplis de musique. Comme un ferzé courtisant le soir, comme un malion au fin fond du ciel. Comme un ange. Comme la voix de Dieu parlant à son amant. Et mon cœur s'est mis à battre comme pour casser ma poitrine. Et j'ai regardé autour de moi, furtif, me demandant si quelqu'un d'autre l'avait entendu aussi. All right. J'ai trop d'affaires dans les mains. Hein. Je vais essayer de lire quelques extraits de mon dernier recueil publié aux Écrits des Forges. Et j'ai de la bonne nouvelle, j'ai appris le mot carambola de David Cherami. J'ai un carambola, Door Prize, la seule copie qui existe au-dessus de la frontière. Zoumanov, à ceux ou celles qui peuvent me dire l'éditeur de recueil de poésie publié en 1841, l'Essonel, l'éditeur d'Essonel, n'importe qui. Monsieur? Winner. Bam, bam. Come on, get your Door Prize. Je vais te l'apporter tout à l'heure. All right. Zoumanov, moi j'habite à Scott, et puis si tu prends la I-10 et puis tu vas à l'ouest, à un moment donné, boum, il n'y a plus de continent. Et là, tu es à Zoumanov. Le Zoumanov, c'est une plage... pas ça, c'est pas ça. Au large de la plage large de Zouma, escadron de 12 pélicans froliquant dans les vagues. Bancs de dauphins, leurs nageoires sorties comme les antennes de cette ville de fous, agrippés au bout du continent par un cri de secours, par une crise d'épilepsie, par le battement de ton cœur explosé à la cocaïne. Le tonnerre des moteurs des avions de LAX, mélangé comme un cocktail venimeux au bruit des vagues, se jetant sur la plage comme les sifflements des voituriers devant les grandes maisons de la côte. Leurs mains posées sur les volants des voitures de luxe au bord de la 101, sans pour autant pouvoir échapper à leur destin impitoyable, naufragés dans leur schizophrénie fantastique, rêvant qu'un jour de la semaine prochaine, la voiture et la blonde aux grandes jambes seront à eux dans leur appartement 2,5 rempli de seringues et de bouteilles vides, aux draps tachés de sang dans le ghetto de Monterey Park, et moi dans ma détresse culturelle, left brain, right brain. Continental drifting, brûlé par le soleil d'Amérique, noir comme les nageoires dorsales des dauphins, insignifiant comme une goutte de l'écume, une plume de pélican pour mon chapeau, caché sous la cabane du sauveteur de Zoumanov.
Attends, c'est pas fini. Ouais, je vais sauter un peu, mais on va aller à la fin. Là. Ça te fait rire, ça? Good. Non, mais c'est bon de rire. Le système nerveux du monde aboutit à Zuma 9. Les nerfs serpentant sous la terre à travers la lave qui coule du cœur du monde, poussé dans la Sibérie, la Mongolie, le prix de la mondialisation, payé par les derniers nomades pour venir assister à la mort des cultures, pour se réchauffer au feu de Baal, sacrifice pour calmer le dieu de l'avarice, supplice des hommes, des femmes et des enfants, prisonniers de la danse de Kali, le vent soufflant directement de l'ouest, faisant mousser les vagues de notre espoir, prions non pas pour la gloire, mais seulement pour la survie. Cherchons la paix dans cette nuit blanche, ayant traversé le continent comme un atome en ricochet depuis la vallée du Saint-Laurent jusqu'au bout du monde. Il me semble que j'ai peu appris dans cette danse de délire, mais pas toujours maladroit, mes solutions et mes engagements toujours aussi foutus. Finalement, il n'y a que de l'amour. Vérité incontournable comme le tremblement de terre qui jettera un jour Zuma à la mer. Bon, débarrasse. Je vais vous quitter avec... J'étais comme vous très bouleversé récemment de voir qu'on a découvert une fosse commune à Vancouver avec les os de 250 jeunes enfants. Hein? Alors, on est moins conscient ici parce que les Indiens ont des casinos. Hein? Mais cette espèce de farouche négligence d'humanité qu'on voit quand même, surtout, enfin, en évidence au Canada, surtout avec cette nouvelle. Là, j'entends ma grand-mère qui dit « Ferme ta gueule puis chante ». Chaman. Et c'est dédié à mon ami Florent Volant. Dans les interstices entre l'événement et la perception de l'événement habite un Indien en ville. Il sort à la brunante, faufilant dans les rues, caché par l'ombre d'un vieux juif qui sort de la synagogue ce vendredi soir, le noir de son chapeau qui cache le chaman. Il cache tout, sauf le blanc de ses yeux. Creux, la racine qu'il traîne dans sa poche, côté gauche de sa chemise carottée, l'encyclopédie de son peuple démuni. Le chaman habite en ville parce qu'on lui a dit que sa terre n'est plus à lui. On a construit un barrage 5 générations de haut pour se protéger de l'inondation des Indiens sous. Il garde la mémoire de la prison, l'école d'assimilation, comme un fétiche malodorant, morceau de chair coulant les deux bouts de sa poche. Il a peur de se trouver coincé entre le passé et le présent, tant qu'à l'avenir, il ne comprend pas. Il marche partout où il va. Peur de rester pris dans le monstre ferraillé d'autobus ou le serpent d'enfer qui est le métro. Ça lui prend beaucoup de temps pour se déplacer. Mais du temps, il en a. Le temps pour guérir ces blessures qui sont celles de la terre et du ciel. Le temps de se faire passer une nouvelle peau couverte de plumes pour qu'il puisse partir au volant. Il passe derrière vous et parfois devant. Silencieux, le dos croupi, les yeux qui regardent à la vitesse de sa pensée. Il passe dans toutes les rues de la ville, à tout temps, mais vous n'allez jamais le voir. Merci.
Merci énormément, Zachary, de nous avoir régalé de votre poésie. Et maintenant, nous allons écouter la poésie de notre deuxième poète lauréat de la Louisiane française, ou les deux, peut-être Barry Ancelet et Jean Arsenault. C'est le secret le moins gardé dans toute la Louisiane. Tout ça a commencé à cause de lui. Dit comme Dieu et Balfour disaient, load the wagon, baby, we got the mule. En 1978, quand on se trouvait plusieurs Louisianais à une des rencontres des peuples francophones à Québec. Et puis, il y avait, je crois que c'était Marcel Dubé qui avait organisé une soirée de poésie qui s'appelait Paroles et musique. Et puis, après la dernière minute, on était déjà arrivés, ils ont découvert que ils avaient oublié la Louisiane. Ça fait on a commencé à scramble pour voir, parce que en 78, moi je connaissais personne qui avait écrit de la poésie, à part peut-être des paroles de chansons. Zachary avait écrit plusieurs nouvelles chansons originales, mais il les avait enregistrées, ça fait c'était des chansons, c'était pas... À l'époque, Bob Dylan n'avait pas encore gagné le Nobel pour ça. Ça fait que on cherchait des véritables poèmes. Commence à scramble et puis en proposant un poème que moi j'avais écrit concernant une femme que j'avais rencontrée à Moncton, je voulais pas forcer la main de l'organisateur. Ça fait j'ai inventé Jean Arsenault. J'ai dit j'ai un poème d'un de mes amis qui s'appelle Jean Arsenault. Et il a dit, j'ai montré ça. Il dit, yeah, c'est parfait. On va utiliser ça. Appelle-le pour avoir sa permission. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de answering machine, il n'y avait pas de call forwarding, call waiting, whatever. Ça veut dire j'ai téléphoné à mon appartement à Lafayette, sachant qu'il n'y avait personne là. Dans ce temps-là, si on appelait quelque part et puis personne répondait, ça sonnait. J'ai eu une conversation avec la personne que je venais d'inventer, alors que dans mon oreille, le téléphone sonnait. Et ça m'a paru tellement drôle, tellement intéressant, tellement amusant, que j'ai décidé de préserver Jean Arsenault pour avoir une persona qui pouvait se promener dans la vie de tous les jours, faire du théâtre, faire de la poésie, tout ça. En même temps, Zachary était à Québec pour chanter. C'était l'époque de L'Arbre dans ses feuilles, d'un gros succès et tout ça. Sur les plaines d'Abraham, il y avait une grosse scène. Je vais là-bas et je dis, peut-être il a une chanson qu'il n'a pas encore enregistrée. Puis on pourrait dire que c'est de la poésie jusqu'à ce que c'est enregistré. Et j'ai été là-bas, puis j'ai dit au gardien, j'aimerais parler avec Zachary Richard. Il dit, yeah, toi et 50 000 autres personnes. Non, mais je le connais. Oui, non, je le connais. Je viens de... Yeah, il dit, toi et 50 000 autres personnes. Non, vraiment. Et puis, à ce moment-là, je regardais par-dessus l'épaule du gardien et il sort de sa roulotte et il dit, Barry, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je cherche un poème. Ça fait, il m'a donné Ballade de Beau Soleil et j'ai lu mon poème et Ballade de Beau Soleil à cette soirée. À mon énorme surprise, j'ai eu un standing ovation de 4000 personnes dans la cour du petit séminaire à Québec, juste pour avoir dit des mots. Ça fait, en rentrant en Louisiane, j'ai dit, tu vas jamais savoir quoi c'est arrivé. Et puis, il dit, yeah, tu sais, ça m'arrive tous les soirs quand je chante. Non, il dit, non, tu chantes. J'ai rien que parlé.
J'ai parlé et puis ils ont applaudi. On a besoin de faire ça ici. Ça fait en 79, moi et Zachary et Debbie Clifton, nous avons organisé, on a volé le nom, la première version de Paroles et musique à Lafayette. Et on a décidé éventuellement de publier ces textes dans Cris sur le Bayou. Et puis là, après, Feu Follet est né et plusieurs d'autres choses. Et the rest is history. Et vous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui. Donc, dans une façon très, très importante, ça a commencé avec un alter ego, une identité duelle, not only dual identity, but dueling identities, et des loups, comme Rachel vient de si bien expliquer. Des loups-garous, un autre côté de nous-mêmes qui habite dans la nuit, qui entend des cris, qui entend des voix, qui produit des voix, qui ose dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas à la clarté du jour. Alors, moi, je pensais, j'avais peur, j'étais soulagé tout ça en même temps, que j'avais fini avec Jean Arsenault parce que je n'avais pas entendu de lui depuis assez longtemps. Puis on était à la Nouvelle-Orléans récemment, puis 2h du matin. Hey! Et ça fait j'ai écrit une nouvelle suite qui s'appelle Le sens des sens. Et la première partie se passe à Nouvelle-Orléans. T'es là. La deuxième partie, 2 semaines plus tard, il me tape sur l'épaule 2 heures de la nuit à Austin, où j'habite. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le rende de la Nouvelle-Orléans à Austin. Je vais vous lire la transition, la partie du milieu. Ça s'appelle Sens du grand chemin, en transit. Le loup entend le vrombissement des roues qui roulent entre les fossés sur le chemin qui mène vers un destin incertain. Ce qui n'est pas incertain, c'est le passé, qu'il essaye d'échapper en quittant encore une fois au milieu de la nuit. Avec une multitude de vœux muets, il entend aussi l'écho d'une prière qui résonne dans tout son corps, une prière priée au Dieu négligé, une prière qui se répète 1000 fois, malgré un franc manque de foi. Une litanie tzigane qui erre sans sens et sans espoir dans le noir. Le loup est écœuré par l'odeur âcre des tires qui roulent sur le blacktop et par l'odeur de la bière éventée assis sur une couche de canne aussi vide que son regard, en arrière du pick-up qu'il a ramassé sur le bord du chemin, pas loin du bonnet carré. Le vent qui vient à travers du marais pue la charogne et le bois pourri. La boucane des feux de canne y brûle les yeux, qui laisse enfin tomber des larmes qui pourraient faire croire qu'il ressent un certain remords. Il serre ses paupières et les rouvre avec une certaine véhémence pour voir au-delà de sa mémoire. Le pire, c'est que il porte aussi un certain sourire qui serpente sur sa figure comme une plaie grotesque. Le loup s'aperçoit de sa voix, hurlant une ancienne lamentation, assis derrière du pick-up, figurant la ville qu'il vient de quitter, mais s'en allant par en arrière à 70 000 à l'heure sans savoir qu'il le conduit vers le logis qui l'entraîne fatalement. C'est rien qu'un ride qui la flague pour retourner vers son destin. Ayant, il sait déjà trop bien qu'il pourra plus éviter l'image dans le miroir, qui porte des lunettes de soleil au milieu de la nuit. Son cri est un au revoir à ce qu'il a quitté, une annonce
à là où il va arriver. Jean Arsenault s'est mis à écrire non seulement des paroles de poésie pour la poésie, mais aussi pour la chanson. Et fait un enregistrement avec Sam Broussard. On est en train de travailler sur un deuxième recueil et voici les paroles d'une chanson qui va sortir bientôt. Après ces grandes journées sans pouvoir, après ces nuits blanches sans espoir, toutes ces larmes versées des années, ton cœur est plus noir que les pieds du diable. Pensez à tout le temps gaspillé, après chasser les chances d'être aimé. Quand je pense à tout ça, t'as pas fait. Ton cœur est plus noir que les pieds du diable. J'ai vu ton histoire dans le sable. Je me trouve rendu au bout du câble. La vérité est là, carte sur la table. Ton cœur est plus noir que les pieds du diable. Pieds du diable, pieds du diable, plus noir que les pieds du diable. Pieds du diable, pieds du diable, plus noir que les pieds du diable. Et j'aimerais lire un tout petit poème à l'honneur de ma femme qui endure tous ces cauchemars. Elle m'a demandé une fois, tu crois pas que les gens vont trouver que ça va bien, ça va pas bien chez nous? C'est rien que des chansons. C'est des mauvais rêves. En tout cas, c'est un bon rêve. Trop de café à ce matin. Il y a un bourdon dans mes oreilles qui sonne comme des mouches à miel dans la chaleur de cette heure de la journée. J'aurais dû te becquer plus souvent. Il n'y a jamais trop de bec dans la vie. Il n'y a jamais assez de bec dans la vie. Peut-être que je pourrais me rattraper. Ça chante tout le temps de cette là qu'à quitter, mais jamais de cette là qu'à rester. Et un dernier qui a été écrit pendant cette pandémie, mais ça n'a rien à voir avec directement. Un tremblement de terre à Haïti, un feu en Californie, un tsunami au Japon, un ouragan à Puerto Rico. Détruit sans jugement, sans pitié, sans amour, sans haine. La vie des riches et des pauvres, des collines et des arbres, des maisons et des caves, des réalités et des rêves. Dans ce grand mouvement du temps et de l'espace qui finit par être éternel et universel, c'est la fusion d'une infinité de localités dans une danse de force selon des règles rendues nécessaires un soupçon avant l'apparition de la lumière. Ce qui tourmente l'être humain dans son apparition dans cette longue histoire, c'est sa conscience de soi, son individualité. Il est tourmenté parce qu'il est conscient d'exister, d'être heureux, d'être tourmenté, et parce qu'il voudrait que cette conscience dure au-delà de la durée de sa vie mortelle. Il est tellement tourmenté qu'il invente des histoires pour éviter une fin inévitable. Autrement, à quoi bon réussir et lire et écrire et dessiner, calculer et aimer? Mais à la fin, seulement les histoires et les mémoires finissent par dépasser la fin. Des règles de l'existence, les règles de l'univers permettent
une accumulation dans l'espèce, mais pas une continuité dans la personnalité. Cette accumulation de connaissances, de savoir, d'expérience produit une progression de compréhension et d'accomplissement pour l'humanité, mais pas pour l'être humain. Donc, la question inévitable, à quoi bon? Le seul espoir, seul intérêt, seule raison d'être, la seule solution, c'est de contribuer à l'accumulation. Laisser quelque chose qui comptera, qui ajoutera à l'expérience pour ceux qui suivront, pour raison de respect, de solidarité, d'amour. Ne serait-ce pas raison assez? Merci. Et comme on a déjà mentionné, Kirby Jambon a reçu le bâton, mais en cachette, à cause de cette maudite quarantaine, ce maudit virus qui nous a enfermés pendant 1 an. Il n'a pas pu réjouir de cette annonce. Alors, je l'annonce devant vous aujourd'hui. Et les seuls qui ont entendu cette annonce officielle, en fait, c'était ses étudiants à Prairie. Parce que j'ai amené la lettre, j'ai lu la lettre devant lui, sachant que c'était l'audience primaire pour Kirby. Alors, chers confrères, chers collaborateurs, chers camarades, nous avons l'honneur de te faire part de la nouvelle que tu es officiellement nommé poète lauréat de la Louisiane française numéro 3. Nous faisons cette annonce au nom du comité de sélection du Conseil pour le développement du français en Louisiane, en collaboration avec le Louisiana Endowment for the Humanities et le Louisiana Department of Culture, Recreation and Tourism, or Wrecking Culture with Tourism. Ça, c'était pas dans la lettre. Comme tu le sais, les 2 premiers poètes lauréats, Zachary Richard et nous-mêmes, représentons la première génération des crieurs sur le bayou. Nous sommes très heureux que la 3e représente une prochaine génération, ceux qui ont entendu ces premiers cris et qui ont répondu, remplissant la nuit de créativité et d'éloquence. Basés sur les expériences poétiques que nous avons partagées ici et à l'étranger, nous avons entièrement confiance dans le choix du comité. Nous t'avons vu secouer la salle avec tes lectures pleines d'émotion et de beauté, et dans un français qui est à la fois d'ici et universel. Nous savons que tu partages avec nous une appréciation de l'importance de la continuité entre le passé et l'avenir, entre la préservation et la création. Idéalement, il s'agit d'établir des liens avec le reste du monde francophone, mais dans nos propres termes. En Louisiane, il n'est pas seulement question de le français, mais de ce français. La variété qui représente notre réalité et qui exprime notre imaginaire dans une forme écrite qui renvoie à notre oralité. D'autres ont reconnu cette négociation magique dans ta poésie. Marc Fumaroli, membre de l'Auguste Académie française, après avoir lu ton 2e recueil Petite Communion dans un avion en rentrant à Paris, a dit qu'il voulait honorer ce poète, citation, qui écrit dans un français qui avait depuis longtemps quitté la France. Fermez. Nous avons tous osé partager avec toi le prix Henri de Régnier que l'Académie française t'a décerné en 2014, mais c'est toi qui l'as mérité. Une autre raison de célébrer le choix de Kirby Jambon poète et Kirby Jambon enseignant. Nous n'avons aucun doute que ton mandat en tant que poète lauréat sera rempli d'activités qui impliqueront encore une autre fois une autre génération de jeunes francophones en Louisiane
étant donné que tu le fais depuis si longtemps déjà de toute façon. Plusieurs qui ont eu l'expérience jambon disent que tu es une force de la nature. Nous dirions aussi que tu es une force naturelle. À cette heure, avec cette nomination, tu auras l'occasion de mettre ces forces au service de la francophonie louisianaise d'une façon officielle et fort publique. Comme nous avons écrit en épithète dans l'Acadie tropicale, en Louisiane, écrire en français, c'est parier sur l'avenir. Quel beau pari que tu es. Et si jamais nous pouvons être de service dans tes projets, n'hésite pas de nous contacter. Avec nos plus sincères félicitations et nos plus fortes expressions de solidarité et d'amitié, nous sommes Jean Arsenault et Barry Ancelet, poète lauréat numéro 2, Awesome. Kirby Jambon. Et nous commençons une nouvelle tradition pour les poètes, lauréats de Louisiane. Vu l'importance des alter ego et des loups, une épinglette qui représente un loup que nous avons déjà eu entre nous. C'est beau. Merci, bienvenue à la meute. J'aurais dû porter mon capot. Avec nous. Merci beaucoup. Merci. Si tu veux, je te l'épingle. C'est comme ça qu'on fait en France. Ah ouais. Il m'a déjà fait plusieurs fois. C'est pas... C'est fait pour ta chaîne. Je sais pas, c'est Jack Nicklaus qui l'a fait. OK, voilà. Ouais, merci. Numéro 3. J'aimerais bien remercier mes chers camarades, mes poètes lauréats et bien sûr tous les poètes, tous les écrivains, les franco-louisianais qui m'ont inspiré. Mon cher cousin David Charami, plusieurs d'autres, mon cher gros frère, le défunt Richard Guidry. Pour moi, je veux dire que moi, je suis debout sur vos épaules et je suis sûr que vous êtes content que je viens de perdre beaucoup de poids. Mais c'était grâce à vous que moi j'écris et que moi je vis vraiment cette vie de poète, cette vie d'écrivain. So, merci beaucoup. J'aimerais aussi me remercier beaucoup la revue Feu Follet. C'est grâce vraiment à Feu Follet que mes premiers poèmes étaient publiés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit peu de ça. Ceci, c'est une des revues Feu Follet que j'ai trouvé, j'ai 4 poèmes publiés là, dans cette revue. Et j'aimerais vous montrer ceci, que la couverture est une photo de l'intersection de Feu Follet et East Bayou Parkway. Et j'étais pas loin de là, il y avait une CC's Coffee House pas loin de là-bas, il y a quelques années. Et j'étais là et j'étais en train d'écrire un poème dans le CC's Coffee House qui était publié dans une autre édition de Feu Follet, Feu Follet Solitude. Et j'aimerais vous lire ce poème pour commencer une petite lecture. Je trouve que c'est un beau poème parce que j'ai écrit ça au même moment d'année, c'était au début de l'été. Et pour moi, mes inspirations sont partout. Et quand j'écris, les inspirations viennent ici. Les inspirations, c'était vraiment, comme j'ai dit, cette photo-là. C'était aussi juste d'être dans le café. De penser à mon futur, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire pour l'été, qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie. Et en pensant, je regardais par terre et je remarquais les différentes souliers que les gens portaient. Et ce poème est arrivé qui s'appelle « Couleur de la saison ». À la rencontre des feux follets et du bayou à l'est, au début de l'été, la mode des sandales se flip-flop chaque saison, avec plus ou moins de cleavage d'orteils.
La couleur des ongles match ou match pas les bagues en argent ou les fruits en plastique qui se posent dessus. Marcher dans la pluie et geler dans le AC du café. Chercher un job comme chercher une place. Les romans de plage, ça soulage, parfois. Et parfois, ça dérange une tromperie tranquille. Marcher dans le monde comme la courroie d'une chaîne de montage. Prendre une fanceman pour monter dans une chaîne de montagne. N'impliquez-vous pas de trop dans la vie des passants. Qui c'était qui avait l'audace de nous dire qu'on n'était rien d'autre que bon? Est-ce qu'on a le droit de ne rien faire? Est-ce qu'on a le droit d'être? Un flip-flop par terre dessine en cercle la circumnavigation menée par le gros orteil d'un pied libéré. Exister, c'est ça. Parfois assis à l'aise pour un smooth ride, on touche le monde par le bout du corps, et parfois plate, par terre, inondé par le bayou débordant de la pluie d'été. Parfois protégé et vêtu, mais parfois tout nu. Mais c'est là où on s'amuse, comme les orteils qui jouent dans la boue de l'existence. Exister. On a le droit et parfois la chance et moins souvent le courage de le faire comme il faut. Esprit des nouveaux-nés, envahis mon espace. Il faut connaître les saisons changeantes. Il faut exister au présent pour passer l'avenir. Souris, ma chère, à travers tes larmes. On n'est pas seul. Les amis se réunissent pour une graduation d'école d'été, en culotte courte et chemise hawaïenne. Aloha, shalom. On finit comme on commence, au noir et blanc. Mais entre-temps, on est de couleur, on est tout verni. Quand j'ai entendu ces images de loup, vraiment c'est vrai. Je me rappelle, j'ai un des premiers poèmes que j'ai écrit avec des loups, c'était inspiré par un poème de David. Il y a des loups dans mon pays, qui était inspiré aussi par les autres loups qui sont ici. Et donc j'aimerais vous lire un poème inspiré par ce thème de loup. Et ce poème était inspiré par... c'était une partie de mon troisième livre. Tous mes poèmes qui étaient publiés dans les revues Fofollet étaient éventuellement publiés dans 3 livres de poèmes qui étaient publiés par les éditions Tintamarre. Et un chapitre dans mon troisième livre, ça s'appelle « Rencontre de muse et loup ». Et j'ai écrit tous ces poèmes, c'était la veille du poisson d'avril une année, dans une période de 24 heures. J'ai lu un poème, puis j'ai écrit un poème, j'ai lu un poème, puis j'ai écrit un poème. Et ici, ce poème était écrit après avoir lu un poème de Debbie Clifton. Et donc, parce que c'était un poème de Debbie, plutôt que d'être un loup, c'est un louve. Et... encore, je dois trouver la page. Vous n'avez pas le livre pour me dire la page, mais moi je vais la trouver. C'est 87, mais c'est proche. Ça s'appelle La louve d'un auteur. La louve, peinture un autre chef-d'œuvre, au bord des lacs du Bras d'Or, déguisé comme humain et comme mâle. Sa féroce tendresse se révèle dans les images de ses petits. Ses cousins ont échangé leur liberté pour des repas fournis. Mais ils se reconnaissent dans son tableau. Il s'ennuie de sa cousine errante. Ils ont envie de jouer avec ses petits. Elle, aux yeux d'une couleur entre le ciel et le nuage, elle observe et sent et goûte et chasse ce qui est réel. Ses pinceaux, ses sens et son intuition. Son tableau, sa réalité. Son exposition, la nature. Le monde s'arrache les poils en regardant ces sacrées images. Comment un homme pouvait penser montrer telle chose? La peinture rougeâtre coule de ses dents.
vient de mentionner que mes élèves, que Barry a présenté cette lettre devant mes élèves. Et souvent, mes élèves sont les inspirations pour beaucoup de mes écrits. Ça fait 26 ans que je travaille en immersion française ici à Lafayette, 35 ans que je travaille comme enseignant. Il y a même un de mes anciens élèves qui est juste là, bonjour monsieur, de ma première classe à Prairie, qui est là, excellent. Et si c'est inspiré par une de mes élèves, il y a aussi, Barry me demande souvent, quand je suis avec lui, il dit « Kirby, tu vas faire un de tes raps pour nous autres? » Faire un de tes raps. So, dans ce poème, c'est inspiré par un de mes élèves, c'est inspiré par un élève qui s'appelle... Elle est mariée aujourd'hui, c'est Morgan Moncton. Morgan était une magnifique élève et c'était inspiré par Morgan. C'était inspiré aussi par le hip-hop parce qu'il y a un rap en dedans. C'est aussi inspiré par Rabelais aussi. Donc, ça s'appelle Rappeler Innocence, Rapper Renaissance. Je te remercie, ma belle, pour me rappeler de ce qui est plus important, plus réel. Le joli ton des dragons et monstres, plus faillant, plus avenant que notre ton d'examen et responsabilité, plus agaçant, plus effrayant. Les yeux rouges d'un loup-garou créole haïtien, les cheveux violets d'une jeune américaine qui est à la fois lutin magique du Moyen-Âge et plus humaine et pas du tout moyenne. Un sourire qui peinture des autres. Rappelle-moi toujours ma jeune. Rappelle-moi toujours de ma jeunesse. Rappelle-moi du moment enceinte. Rappelle-moi de ça quand même. Un petit brin de rap olé. Pour faire le rap, tu dois toujours être dans une position comme ça. Rappelle-toi des femmes folles à la messe. Rappelle-toi des femmes molles à la fesse. Des gros bougs, des gros bougs. Des gros bougs, des gros bougs. Des gris, tout petit. Des gros bougs, des gros bougs. Des gros bougs, des gros bougs. Des vieux parler pour mieux rappeler. Des gros bougs, des gros bougs. Des gros bougs, des gros bougs. Rappelle-toi les hommes faits à la passe. Rappelle-toi les hommes pètent à la face. L'antistrophe de l'icantrophe anthropomorphise, contrepété, répété et les contrepétries. C'est ça. Encore retourner à des poèmes publiés dans Feu Follet. Ceci est publié dans Feu Follet de 2020, Chemin et cheminement. Et puis, j'aimerais vous lire deux poèmes qui sont là-dedans. Pour finir le petit show. OK, j'avais enlevé un de mes marques, ça, je ne vais pas le trouver. OK, mais je vais accéder ici. OK. Ici, ça s'appelle Proposition d'un rendez-vous. Je vais te joindre en bas chez Marie, et où le roi Zeus et les sirènes de swing jouent au bal de maison. Et où les magnolias sont violets et les violettes se galancent aux chansons et aux avertissements des sirènes. Et où le loup-garou hurle pour remplir la nuit avec la musique primale et Jupiter, alter ego du roi, ordonne que nous autres on danse au rythme de la terre, qui se tourne le dos à la colère de Mars et tisse de l'or avec des pétales de glais bleu pour que tout le monde puisse voir la beauté et le feu d'une âme tout à fait vivante. Ancienne comme les dieux, mais toujours fraîche et verte comme les premières tulipes du printemps. Le meilleur moment pour rock'n'roll dessus les berceuses de la galerie, en avant ou juste pour te reposer dessus moi. Quand tu me rejoins en bas, chez Marie, et où il est jamais trop tard et le roi Zeus et les sirènes sont en train de commencer. Ça fait, dis-moi, Esther, tu vas me joindre? Et pour finir l'affaire, le secret du processus créatif. En 4 parties. Partie 1. Un orage dans notre cervelle, une brise fraîche dans notre peau, une chaleur étouffante centre nos tripes. Une âme pleine de pluie verglaçante,
Un temps pour mener les méandres des métaphores de la météorologie et de la théologie et de l'astrologie et de l'astrophysique et de la nature physique de ce qui est spirituel. Partie I2. Organiser graphiquement toute la création. On n'est qu'un diagramme de veines de cercle infini, se rencontrant à un point plus petit qu'un quark charmé, comme le plan écliptique ou les rêves d'enfance d'être un super-héros, un heavy metal rockstar, et un capitaine d'un vaisseau spatial, et le premier président à mettre fin à la pauvreté, rencontre des relations adolescentes, et des chercheurs de l'âme universitaire, et des besoins adultes pour retourner aux jours plus jeunes, ou pour devenir des vieux sages, bien sages, où on est unis avec le panthéon des esprits, et l'âme pansexuelle, transgendre et transportée et à la fois transcendant. Et pourtant en harmonie avec la sensation du nu-pied sur les herbes fraîches du printemps, exprimée dans un poème écrit en français ou une autre langue romane, mais comprise par des noms romantiques et des locuteurs de toutes les langues de Babel, même des anglophones. Partie Trinité. C'est un mystère, passé à la partie suivante. Parto quarto. L'art et la création. La création, c'est ajouter au monde. Ajouter où il y a toujours de la place pour d'autres. Il y a la place pour la vôtre. Merci beaucoup. Merci bien. J'apprécie. OK. OK. Moi, je vais pas pleurer. Je vous apprécie. Merci beaucoup. Merci. OK, c'est tout qu'on a pour vous autres. Vous pouvez rester charrer avec moi si vous voulez. Moi, je vais être là depuis jusqu'à sa ferme à 5 heures. Mais merci. On a des exemplaires de la nouvelle édition de Feu Follet partout. Alors, grab 2 ou 3 copies si vous voulez partager ça avec votre famille, vos amis. Mais oui, merci et bon dimanche.